Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Tu sais ce qu'on voit partout dans les toilettes publiques, les murs des écoles et même gravés sur des arbres? Des zizis. Mais des clitos quasi jamais et c'est pas un hasard. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito spécial 8 mars. Aujourd'hui, on célèbre la Journée internationale des droits de la femme avec une invitée qui redonne au clitoris la place qu'il mérite dans la rue, sur le papier et surtout dans les esprits. J'ai nommé Clitine. Bonjour Clitine et bienvenue au micro du clito. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Merci, merci. Tu peux me tutoyer, tu sais, Clitine. Alors, Clitine, toi, tu es artiste street art et illustratrice. Et depuis 2019, tu dessines des clitoris à ta manière pour donner de la visibilité à cet organe encore trop méconnu. Et à travers tes comptes Insta, Clitinda Street et le Clitionnaire, tu transformes avec humour l'éducation sexuelle en art et en pop culture, tout en veillant à ce que tes infos soient scientifiquement solides, puisque tu es détentrice d'un doctorat en sociologie des sciences. Est-ce que c'est ça, Clitine? Oui, j'ai commencé pendant mon doctorat. Après, j'étudiais des choses différentes pendant mon doctorat, mais j'ai appris à enquêter, à vérifier mes sources, à les confronter et aussi à enquêter sur des controverses parce que c'est aussi des savoirs qu'on revisite, qu'on doit redécouvrir et compléter. Et du coup, il y a aussi des controverses, c'est normal. C'est comme ça que la science fonctionne. Mhm. Ouais, merci pour cette précision. Eh ben, aujourd'hui, on va parler avec toi de la portée du 8 mars, de la place du clitoris dans l'espace public et des façons d'ouvrir le dialogue autrement qu'avec des discours classiques et gnangnan. Donc, c'est parti pour la première question. Nom d'un clito. Interview. Clitine, avec ton travail, tu fais passer des messages forts d'une manière accessible et ludique. Et le 8 mars, on parle beaucoup d'égalité, mais aussi d'éducation. Selon toi, comment on peut éveiller les consciences sans être dans la confrontation? Alors, c'est une grosse question, en effet. Donc, bon, je pense qu'il y a des moments où la confrontation est nécessaire. Donc, je pense que c'est important de le rappeler que moi, je vais avoir une approche un peu plus humoristique, ludique, etc. Mais je pense que, voilà, je pense que c'est toujours important de rappeler que la diversité, elle est bonne. Mhm. Après, c'est une stratégie aussi qui est liée à mon objet, en fait, le sujet que j'ai investi. La sexualité et l'intimité, c'est rempli de tabous. Donc, il y a à ces tabous, il y a des émotions qui sont liées, etc. Et il faut savoir accueillir ces émotions, je pense. Parce que je pense qu'on peut pas. À la fois, il faut accueillir les émotions, et à la fois, je pense qu'on a besoin de les poser pour avoir des discussions approfondies, des débats constructifs, etc. Mhm. Donc, par exemple, moi, quand je dessine un clitoris rigolo, un clit Bill ou un clit Eastwood, mon but, c'est de faire rire d'abord. Et je pense que le rire, il permet de briser la glace pour débloquer la parole, que les gens puissent poser un petit peu, voilà, cette émotion. Et je pense que, voilà, on peut mieux discuter à partir de ça quand on est sur des sujets de ce type-là. Après, il y a aussi le féminisme. On y associe beaucoup l'émotion de la colère. On nous traite de féminazie. Donc, la colère est normale. Toutes les minorités sont en colère et c'est un grand moteur. C'est normal qu'il y ait cette colère.
Et donc, l'idée, c'est aussi un peu de prendre le contre-pied de ce qu'on pourrait attendre dans la vision des gens d'une féministe en faisant rire, en fait, alors que d'habitude, on imaginerait qu'il va y avoir de la colère et des émotions négatives ou lourdes. Euh, Mhm. Après, il y a aussi, moi, de ce que j'ai appris pendant mes études, etc., je me suis pas mal intéressée à la pédagogie et en fait, associer une émotion à un savoir, c'est très puissant. Ça Ouais. permet aux gens de retenir et ça marche avec les émotions négatives comme les émotions positives. Donc, c'est aussi une stratégie de, voilà, on rit et du coup, on se souvient plus Mhm. facilement. Avant, quand on va regarder un clitoris, on va peut-être avoir Frida Clito dans sa tête avant de vraiment regarder l'anatomie. Donc voilà, je pense que c'est aussi une stratégie de mettre une émotion positive. Après, ça a des limites. Il y a des sujets que j'ai abordés où j'en ai pas fait un truc rigolo. Mhm. Je pense à, j'ai une affiche sur l'avortement où c'est un clit qui est mort sur un cintre. Mhm. C'est une façon de dénoncer les avortements clandestins, de dire que ça tue la sexualité, ça tue les femmes aussi, et que c'est un droit qui est important, ça sauve des vies en fait. Mhm. Et donc là, je rigole pas quand c'est la question de l'excision aussi. Je vais faire un jeu de mots, mais c'est pas drôle en fait. Cadavre exclite, c'est un clitoris décapité, c'est pas drôle. Ouais. Clitopâtre qui se fait couper le nez, c'est la clitérodectomie, c'est pas drôle. Donc il y a un jeu de mots, etc. Mais voilà, il y a des moments où j'en fais pas forcément un truc rigolo parce que je trouve que ça s'y prête pas. Ou Mhm. parce que moi, je peux pas en rire, peut-être aussi. Mhm. Ouais. Euh, Même je fais aussi de l'accompagnement de victimes de violences sexuelles où elles écrivent des textes et j'illustre ce qu'elles écrivent. C'est pas drôle, hein, ce que je dessine, hein. Mhm. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, je pense que c'est important de remettre des émotions, de l'humour est utile sur cette question, sur le clitoris, sur l'intimité, etc. Mais voilà, ça a ses limites, Mhm. je Ouais. pense. Donc je Ouais, pense qu'on j'entends. peut réformer l'éducation comme ça. Enfin, je pense que l'éducation à la sexualité, je pense que c'est bien, surtout avec les jeunes. Il faut qu'ils sont un peu, ils osent pas parler, ils sont ça boue. Je pense que les faire rire, c'est Clitoris, bien ouais. aussi comme Mhm. stratégie. Comme ça, ils rigolent un coup, puis on peut parler après, quoi. Ouais, 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 effectivement. Et effectivement, c'est vrai que il y a une forme de confrontation, comme tu dis, mais dans cet humour, parce que tes clitoris, ils sont tout mignons. Après, effectivement, certains sont plus euh, sérieux, ou en tout cas, est-ce que c'est sérieux ici? Il y a vraiment une dimension qui est beaucoup plus profonde dans ce que tu dessines. Mais c'est vrai que, comme tu dis, de premier abord, comme ça, bah, ça, ça fait se questionner, mais de manière plutôt sympa. Ah tiens, je savais pas que ça ressemblait à ça, ou tu vois. Donc ouais, c'est vraiment ce que je trouve de beau dans ce que tu proposes dans ton travail. Et bah, toi, tu as dessiné, t'as commencé à dessiner des clitoris en 2019. Est-ce que tu as vu des réactions changer depuis que tu as commencé à dessiner ces clitos, clitines? Et puis, qu'est-ce que ce soit dans la rue ou sur Insta ou même dans des discussions autour de toi, comment est-ce que tu vois que les mentalités ont évolué selon toi, Clitine? Alors, je trouve que depuis 2019, il y a eu beaucoup d'évolutions, hein. Je trouve, par exemple, moi, quand je commence, on en parle dans les réseaux féministes. Parce qu'en fait, je vais peut-être refaire une chronologie vite fait. C'est important de resituer. Donc, en 98, il y a Hélène O'Connell, qui est une chercheuse australienne, qui redécouvre l'anatomie complète du clitoris. Vraiment, c'est une redécouverte. Elle a été découverte en gros intégralement au 19e siècle. Donc Mhm. voilà, après il y a eu des histoires, ça a disparu des manuels anatomiques et donc on a l'impression d'avoir découvert, mais en fait elle n'a fait que redécouvrir. Et après ça, il y a eu une succession de travaux qui ont confirmé ces recherches et aussi en 2016, il y a Odile Fillod qui est
une chercheuse française et une Oui. ingénieure qui décide de le modéliser. Et ça a été très important. Donc entre 98 et 2016, il y a plein de débats scientifiques, mais ça sort pas trop ça touche pas, ça se diffuse pas dans la société civile encore. Et en fait, 2016, il y a cette modélisation 3D. On peut tenir un clitoris dans sa main, on voit à quoi ça ressemble, quelle taille il fait, etc. Et ça, c'est hyper puissant comme outil. Et ça fait que moi, du coup, quand je commence, j'ai déjà vu la modélisation, mais ça fait pas longtemps qu'elle circule. Et il s'avère, je pense, je me mets dans ce mouvement d'essayer de faire diffuser. Et depuis, je trouve que l'anatomie est beaucoup plus connue. Il y a encore des gens qui la connaissent pas, donc il y a encore besoin de la diffuser. Mais je trouve que, voilà, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de relais, de comptes, d'éducatrices ou éducateurs. Il y a des influenceurs, influenceuses aussi je trouve que ça s'est bien développé. Les jeunes ont vraiment accès aujourd'hui à ça. Après, bon, il y a encore des difficultés. Il y a beaucoup d'infos pas fiables qui circulent. Mhm. Donc ça, c'est un enjeu. Comment arriver à faire en sorte que les personnes qui sont curieuses aient les bonnes infos. Par exemple, au début, on parlait tout le temps de 8000 terminaisons nerveuses du Mhm. clitoris. On le retrouvait même dans des ouvrages sérieux. C'était jamais sourcé. Et j'ai pu découvrir en fait que c'était une étude de 76, je crois, sur une vache. Oh ouais, Et, ça n'a rien à et voir. donc j'ai retrouvé l'article et tout, j'ai fait, mais c'est d'une vache dont on parle. Et bon, il y a des différences. Le clitoris, c'est un organe commun aux mammifères, certains ovipares, mais c'est quand même surtout un organe de mammifère. Et il y a des différences quand même importantes d'un mammifère à l'autre. Oui. On n'a pas un clitoris de vache. Donc voilà, c'est aussi, il y a cet enjeu-là, donc que les personnes puissent trouver des bonnes infos, qui est encore importante. Et après, ben, moi-même, je me rends compte que connaître son anatomie, c'est pas suffisant. Il y a toute une histoire qui va avec cet organe. C'est une histoire qui date, qui a au moins 2000 ans, voire même Mhm. plus, beaucoup plus même, où bah, c'est des violences patriarcales, de contrôle de la sexualité des femmes. On a excisé des femmes parce qu'on a estimé que le gland du clitoris était trop long, que ça ressemblait à un pénis et que c'était pas possible. Il fallait recentrer toujours la sexualité sur les pénis. Voilà, il y a plein de théories. Freud, on en parle beaucoup, mais il y a eu énormément de violences en fait exercées sur juste à partir de ce clitoris. Ce Mhm. clitoris, il fait peur quand il est trop long, il fait peur. Quand on découvre qu'en fait il a une partie immergée, ça fait peur aussi. Il y a eu une panique notamment entre le 18e et le 19e, je pense que c'est le pire des violences qu'on a pu voir en Europe, par contre, hein, Mhm. et ailleurs. Mais donc voilà, moi je me rends compte aujourd'hui, j'essaye de plus en plus de faire des recherches sur cette histoire pour la transmettre. Je fais des expos où c'est une chronologie où les gens ils lisent époque par époque les avancées scientifiques et les retours en arrière parce que la société n'en veut pas quoi, c'est de ces découvertes. Et je pense que ça c'est important parce qu'il y a un contrôle qui est exercé sur nos sexualités depuis très 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 longtemps, des millénaires en fait. Ouais. Et ça, il faut qu'on puisse s'en débarrasser et ça suffit pas de connaître son anatomie en fait. Donc en ce moment, je suis plus sur ces choses-là dernièrement, ouais. Mm. Oui, parce qu'il me semble que tu participes à une exposition dans le cadre de l'excision pour bah, vraiment parler de ces sujets-là. C'est ça, Clétine? Oui, alors là, c'était récemment, j'ai été invitée à une exposition artistique pour une journée qui était organisée par Excision Parlons-en, Mhm. une asso qui fait de l'accueil de femmes qui ont subi des excisions. Et donc là, l'anatomie est super importante. Enfin, récemment, j'ai remis à jour l'anatomie avec les terminaisons, enfin les réseaux, les nerfs, les artères, les veines, etc. Parce Mhm. que c'est ça aussi le challenge d'une reconstruction d'un clitoris. Donc tu veux dire que tu as redessiné avec vraiment toutes ces terminaisons nerveuses. Voilà, et je pense qu'après, ça reste encore, à mon avis,
description anatomique finale, quoi. Il y a encore beaucoup de choses notamment sur les terminaisons nerveuses, il y a beaucoup de choses à découvrir. Oui, puisque finalement, on parle aussi de 10 à 12 000, mais quel est le chiffre le plus proche? C'est c'est un petit peu difficile. C'est compliqué jusque-là. Les études ont l'air de montrer que plus on est sur, on va dire, la tête du Mhm, clitoris, pour reprendre le personnage, euh, plus c'est sensible. Mais après, il y a tout un réseau de veineux et de terminaisons nerveuses qui diffusent cette sensibilité dans le reste de l'organe et dans le corps. Et c'est ça qui est encore, qu'on ne connaît pas assez encore. mhm, mhm, Après, jusque-là, il y a quand même des choses très fiables. La description anatomique est quand même assez fiable. On a la fonction, pour l'instant, c'est celle du plaisir. On suspecte qu'il y ait peut-être d'autres fonctions, mais il n'y a aucune étude scientifique fiable pour l'instant qui a réussi à prouver ça. mhm, C'est le cas chez d'autres mammifères. Par exemple, la fonction de reproduction, c'est souvent, ça, c'est une intox qu'on retrouve malheureusement beaucoup sur les réseaux sociaux, que ça a une fonction reproductive, sauf que l'étude qui est tout le temps citée, elle a un biais scientifique. Et mhm. donc, voilà, c'est aussi ça. Tout le monde n'est pas chercheur, biologiste, physiologiste, etc. Donc, c'est pas facile de se retrouver aussi dans toute cette littérature scientifique et ces controverses. Ouais, effectivement, ça circule. Il y a beaucoup, beaucoup d'infos qui circulent. C'est bien que tu remettes les choses en place et les infos, que tu les clarifies vraiment. Et puis, ben, ça, c'est grâce à ton parcours dans, dans, dans la sociologie et vraiment, c'est super important. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, Clitine, toi, tu utilises l'humour et la pop culture qui sont vraiment au cœur de ton travail. Est-ce que tu penses que ces outils sont sous-exploités pour faire évoluer les mentalités sur l'égalité de l'intimité? Tu l'as dit rapidement en tout début, mais est-ce que tu pourrais peut-être approfondir? Donc oui, 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 je pense qu'en effet, il y a un besoin de renouveler les supports éducatifs en Mhm, éducation à la sexualité. Par exemple, il y a beaucoup, ça change, hein. Je trouve récemment ça change, mais il y a beaucoup de schémas anatomiques froids, sans âme. Alors mon propos, c'est pas de dire qu'ils sont pas importants, ils sont très importants. mhm, Même moi, je me mets à faire des dessins anatomiques récemment où il n'y a pas le personnage, l'humour, etc. Parce que il faut aussi qu'on ait des vrais repères. mhm, Par contre, c'est des schémas qui peuvent pas se suffire à eux-mêmes. Déjà, on parle de choses, d'organes qu'on voit pas forcément, qu'on peut pas observer à l'œil nu. Donc, on peut avoir une super description anatomique. C'est pas évident en fait de se repérer parce que voilà, on n'a pas l'habitude déjà de voir ces choses-là et en plus de ça, c'est caché dans notre corps. mhm, Donc, je pense qu'on a besoin de faire la fiction, ou l'humour aussi, mais la fiction surtout peut être un outil intéressant. C'est ça, hein, l'idée de voir, je suis pas la seule à avoir vu ça, un clitoris, on dirait un bonhomme. Donc déjà, utiliser ça, ça aide pour le situer, le voir après sur le schéma anatomique, etc. mhm, Ensuite, comme je disais, il y a des émotions fortes liées à l'éducation à la sexualité, à l'intimité. Il y a beaucoup de tabous. Quand les jeunes sont ados, ils rentrent dans ce monde-là, donc ils ont besoin de référents mhm, communs, donc qu'on prenne en compte leurs émotions, etc. Donc la pop culture, c'est un peu ça aussi, de trouver des références communes pour arriver à parler de ça et puis en rire si on peut un peu en rire, quoi. Mais je pense qu'en effet, c'est sous-exploité, ouais. Mais ça commence à... La bande dessinée aussi, ça devient de plus en plus utilisé. C'est hyper intéressant comme format aussi. mhm, Donc je pense qu'en effet, par contre, ça ne doit pas remplacer les savoirs anatomiques, Je pense que ça ne se substitue pas. Je pense que ça doit être ensemble. mhm. C'est Ouais. un premier pas vers les schémas anatomiques un peu plus compliqués à comprendre, mais
Mais voilà, enfin, de savoir que son clitoris, il est à cheval sur le vagin, qu'il n'encercle pas totalement l'entrée du vagin, qu'en fait, quand on regarde la- le vagin, la profondeur du vagin, il est à cheval et c'est tout petit, qu'il n'y Mhm. a pas besoin d'avoir un énorme pénis pour stimuler le clitoris. De voir juste comment il est à cheval de profil sur les... Voilà, qu'il a des glandes, qui touche deux glandes, qui touche l'urètre, la vessie, qu'en fait, quand il est stimulé, ça fait bouger tous ses organes aussi. Mhm. Bah, c'est, voilà, donc il faut arriver à, c'est pas évident, hein, il faut arriver à détourner des choses pour ramener vers des savoirs scientifiques qui sont pas forcément faciles à aborder a priori. Mhm. Et puis, ce que je lisais quelque part, ça me fait penser à ça quand je t'entends parler, c'est qu'il y a énormément de jeunes filles ou d'ados ou peut-être même de petites filles qui vont savoir dessiner un pénis, mais un clitoris, elles ont aucune idée, ou même une vulve. Enfin, c'est un monde complètement à part. Et puis, bah, je trouve que c'est important alors j'utilise ce terme-là, mais c'est pas forcément approprié à ton travail, hein, mais entre guillemets, vulgariser ou simplifier pour que finalement on puisse dessiner des vulves et des clitos aussi bien que des pénis et à n'importe quel âge. Bien sûr, en fait, le pénis, il est dessiné depuis très longtemps, sans trop de tabou. On rigole Mm. quand quelqu'un dessine un pénis, où on se dit, oh là là, encore, ils en sont encore à ce stade-là. Bon. Mais, mais du coup, on a un schéma on va tous dessiner quasi les mêmes pénis. Mhm. Et moi, je fais des ateliers là-dessus et je commence toujours, dessinez-moi à droite un pénis, à gauche, dessinez-moi un clitoris. Et je vois, les pénis sont tous en érection. Enfin, des fois, il y a des personnes quand même qui les font mous. Mhm. C'est très rare. Mais on voit qu'il y a une représentation très claire qu'on retrouve un peu partout. Et quand il s'agit de dessiner le clitoris, il y a beaucoup d'hésitation. Après, bon, ils sont en atelier, ils ont peur de mal dessiner, c'est normal aussi face à moi. Mhm. Mais on voit qu'il y a beaucoup plus d'hésitation et que c'est pas les mêmes dessins. Il n'y a Mhm. pas quelque chose d'harmonie, comment, pas standardisé, voilà, c'est ce que je cherche. Ouais, ouais. Et donc, en effet, c'est assez marrant, des adultes, des enfants, c'est un peu. Après, par rapport aux enfants, c'est pas évident de parler de ça aussi parce que, contrairement au pénis, le clitoris, il est que dédié au plaisir. Mhm. Il y a beaucoup de difficultés de parler de ça avec les enfants et c'est normal, ça pose des vraies questions. Oui, Est-ce qu'on aborde le plaisir, le désir avec un enfant de 5 ans? Pas sûr. ouais, On peut ouais. parler d'intimité, on va s'arrêter à des choses anatomiques et le consentement, tout ça, mais bon, voilà, ça pose aussi cette difficulté, le clitoris, qu'il est apparemment que dédié au plaisir. Comment on en parle? Oui, c'est vrai. C'est vrai que on peut pas en parler la même chose à un tout petit enfant qu'à une petite fille ou une jeune fille, effectivement. Mm. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. C'est Céline, je suis accompagnée de l'artiste street art et illustratrice Clitine. Et aujourd'hui, on parle de sa vision pour cette journée spéciale du 8 mars. On a refait un peu l'histoire du clitoris, on a parlé de son anatomie. Et puis, bah, maintenant, dans le prolongement de ma question précédente, Clitine, j'aimerais te demander comment on pourrait imaginer un 8 mars plus fun, plus pop, qui marque les esprits autrement qu'avec des slogans attendus ou vraiment dans là j'utilise le terme confrontation, mais d'ultra féministes contre les masculinistes, mais de remettre finalement l'humain au centre. Alors, c'est une question je pense, c'est la plus difficile. Ouais. En fait, j'aime le 8 mars. Et je pense pas qu'il faille changer le 8 mars, en fait, pour moi, parce que, et je dis ça pourquoi? Parce que, après, bon, moi, je suis française, donc en France, on a une grande culture des manifestations, des marches. Et moi, quand j'y vais, j'en ressors joyeuse, Mhm. j'en ressors boostée, je suis pleurée
en Mhm. écoutant des témoignages très difficiles. J'ai ri, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai rencontré d'autres personnes, je me sens moins seule à chaque fois que j'en ressors. Et je trouve qu'en fait, il y a une diversité qui est très intéressante. Il y a de tout dans... Enfin, moi, après, je vais surtout à celle à Lyon, parce que j'habite à Lyon. Mais la marche du 8 mars à Lyon, elle est joyeuse, il y a des slogans super rigolos, des choses inattendues aussi. Et moi, je pense que l'enjeu, c'est moins de changer le 8 mars que déjà de mieux le sécuriser. C'est Mhm. des histoires pas cool, des groupuscules agressifs qui viennent attaquer. Donc ça, c'est voilà, déjà sécuriser, parce que c'est chouette comme moment. On n'a pas envie que ça se finisse mal parce que, il y a un groupe qui nous attend au coin de la rue pour nous casser la figure. Mhm. Donc ça, c'est une première chose. Après, c'est comment on le prolonge parce que bon, c'est bien d'avoir une journée par an, mais bon. Mhm. C'est un peu comme la Saint-Valentin, ouais. Et voilà, on aimerait que ce soit tous les jours notre jour. Mhm. Donc après, c'est comment on prolonge ça, sachant qu'aussi, enfin, bon, après, ça dépend des endroits, mais à Lyon, c'est une grosse ville. On peut pas reconstituer un festival. Enfin, c'est peut-être possible, mais ça demande énormément de logistique et d'organisation. Mais moi, j'ai plutôt envie de dire, si vous avez aimé le 8 mars, mais venez dans tous les festivals féministes qui abordent ces questions-là, parce qu'on va creuser des questions. Moi, je sais que l'année dernière, il y a 2 ans, j'avais participé à un festival où j'avais animé une table ronde sur les violences sexuelles. C'était pas drôle du tout, pas Mhm. drôle du tout comme moment. Mais c'était impressionnant. J'ai vu des gens se décomposer au fur et à mesure parce que c'était pas drôle. Puis à la fin, ils se sont tous levés. Ils sont allés voir toutes les ressources qui étaient. Il y avait un besoin d'avoir des ressources, de discuter, et c'était hyper positif. En fait, on était tous un peu minés parce que c'était pas drôle le sujet. En plus, on parlait sur les conséquences des violences sexuelles, donc sur les victimes. Mhm. Mais en fait, voilà, on est dans les festivals, on va creuser des questions. Il y a des tables rondes, des ateliers, et il y a des moments fun. Hein, c'est pas juste des discussions lourdes. Bon, il y a des expos artistiques souvent. Il y a des jeux, il y a des ateliers sympas. Où on va parler de ça, on se retrouve entre nous ou avec d'autres gens. Enfin, c'est ouvert aussi. Les hommes sont tout à fait bienvenus dans ces endroits-là, sauf si c'est un atelier non mixte. Mhm. Et voilà, je pense qu'en fait, je pense que c'est plus ça le prolongement sur le reste du temps, sachant c'est vrai que je l'ai pas dit, il y a eu plein d'améliorations depuis que j'ai commencé, mais il y a aussi des choses très inquiétantes dans l'actualité en ce moment. Il y a beaucoup de retours en arrière. Ouais. Il y a la montée des discours conservateurs aussi qui sont assez inquiétants, et particulièrement dans les démocraties. Donc faut pas lâcher. Mhm. Et Mhm. on doit continuer à se battre pour améliorer nos droits, l'éducation, etc. Et en même temps, il faut qu'on conserve les droits qu'on a déjà acquis, que nos mères, nos grands-mères ont acquis. Et ça, c'est dur, hein, ça demande beaucoup de travail. Et faut pas lâcher. On peut pas Voilà, ma seule critique, c'est on peut pas venir qu'au 8 mars. Mais si déjà les gens viennent au 8 mars, c'est bien. C'est précieux ce que tu dis, effectivement, de le prolonger. Et puis, bon, personnellement, moi, j'ai toujours cette tendance de faire en sorte d'inclure aussi les hommes dans ces mouvements, autant que nous, en tant que femmes, on peut s'inclure aussi dans leur Movember ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est important de d'ouvrir les consciences par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit les consciences des femmes, parce qu'il y a certainement plein de femmes qui sont pas non plus du tout au courant de ce qui peut se passer. C'est pas que les hommes, mais il y a aussi des femmes qui savent pas ou que ça intéresse pas ou que le Qui mot n'ont pas féministe envie aussi aussi rébute. Ouais. Il y a aussi des femmes qui ne veulent pas sortir des rôles traditionnels, hein, ça existe Mhm. aussi. Bon, en effet, enfin, moi j'estime que s'il y a des hommes qui veulent se joindre à nous, tant mieux. Puis ça les concerne. La Mhm. sexualité, les hommes hétéros, ça les concerne. Mhm. Ouais. Donc, ou même ouais, ça les concerne. C'est leur partenaire. S'ils savent même pas comment donner du plaisir, partager des moments de plaisir avec leur partenaire,
Et il y en a plein qui sont intéressés et qui se sentent un peu dépourvus aussi et qui aimeraient être informés. Après, bon, comme on avait pu en parler un peu avant, par contre, il y a des moments où on a besoin de se retrouver entre nous et ça doit être respecté. Il y a plein Ouais. de moments où on nous exclut de, de moments. Et là, après, enfin, il ne faut pas pleurer que des femmes qui ont subi des violences aient besoin qui sont des violences qui ont été exercées par des hommes, Mhm. besoin de se retrouver entre femmes pour en parler. Ça paraît logique. Je vois pas pourquoi on en fait des débats, quoi. Et l'un des enjeux que tu soulèves, Clytine, c'est l'éducation sexuelle et le manque d'outils accessibles. On a aussi pu en parler un petit peu avant. Si pour cette journée du droit de la femme, tu pouvais hacker les ordinateurs du ministère de l'Éducation nationale et imposer un message dans toutes les écoles publiques, ce serait quoi? L'éducation à la sexualité doit être prise en charge par l'État. Mhm. Et parce que, en fait, là, c'était l'Ipsos a sorti une étude récemment qui fait froid dans le dos. Les principales personnes qui agressent, donc là, je vais parler des enfants, mais c'est parce qu'il y a un il y a un gros sujet sur les agressions envers les enfants. Et là, on parle en plus, je pense que c'est bien parce que quand on parle de ça, c'est les hommes et les garçons et les petites filles hein, qui sont Mhm. touchés par ça. Je trouve que ça remet un peu tout le monde dans le même combat. Et en fait, ce que montre cette étude, c'est que les agressions, c'est les personnes proches, c'est les papas, les grands-pères, les oncles, parfois les mamans ou les tantes, très beaucoup moins, faut le dire, beaucoup Mhm. moins. Donc les agressions ont lieu dans les familles. Pourquoi on demande de prendre, que ce soit les familles qui prennent en charge ça? Donc ce serait à des agresseurs de prendre en charge l'éducation à la sexualité des enfants. C'est pas comme ça qu'on va protéger les enfants. Ouais. Donc, l'État a vraiment un rôle à jouer hyper important. Et si je pouvais hacker, j'aimerais hacker leur budget aussi, si je pouvais. Parce qu'on attend ces séances trop, il n'y a pas assez, il y a beaucoup. Les étudiants, les enfants sont en demande en plus. Il y a des outils qui existent. Mais Mhm. c'est des gens, ils sont bénévoles, ils sont pas rémunérés, alors que c'est un enjeu de santé publique. On parle de protéger nos enfants aussi. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, je parle pas des derniers scandales Betaram, là, Betaram, c'est une catastrophe encore. Mais ce qu'il y a de triste, c'est que c'est finalement, est-ce que si l'État intervient pas, c'est parce que justement, il y a aussi il a plein d'agresseurs, enfin plein, il sait pas, on ne veut pas faire une généralité, hein, mais quand on voit tout ce qui ressort, il y a quand même pas mal d'hommes qui utilisent leur pouvoir pour, pour être eux-mêmes les perpétreurs de tout ça. Il y a une énorme hypocrisie. Il y a une énorme hypocrisie, c'est clair. Il y a des gens qui sont suspectés d'agression, qui sont à des postes, c'est pas, enfin, dans certains pays, on verrait pas ça. Mhm. Donc, je trouve qu'en France, c'est assez compliqué, hein. On est soi-disant le pays de la liberté sexuelle, etc., etc. Mais il y a une énorme culture du viol. Il y a des histoires pas possibles de jeunes filles de 15 ans qui se retrouvent mariées à des réalisateurs de 40, 45 ans. Et bon, on a laissé passer beaucoup de choses. On a mis beaucoup de sales choses sous le tapis. Et bon, bah là, ça déborde, hein. Mais je pense que, on essaye encore de cacher, en fait. Mais tout le monde est complice. Enfin, Mhm. les histoires d'inceste dans les familles, tout le monde est complice. Mhm. Les gens savent que les enfants sont victimes et les enfants ne sont pas protégés, personne ne dit rien, on met des pansements et puis après on s'étonne que c'est des personnes qui n'arrivent pas à vivre correctement. Donc c'est très compliqué. Après, bah, mais il y a des gens qui font, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est il y a des outils qui existent, il y a des gens qui font des trucs super, on a inventé des outils pour tous les âges. Donc, Mhm. il y a des manques encore, il y a des sujets qui sont moins investis, mais les outils sont là, en fait. C'est juste, on a besoin de financement. C'est des gens qui prennent sur leur temps, qui donnent de leur temps pour essayer de faire bouger les choses. Et on a besoin d'un relais. Après, bien sûr, l'État ne peut pas tout faire. On peut pas tout demander à l'État, mais il y a besoin d'un soutien et que le minimum qui est dit par l'État soit fait, que les budgets qui sont alloués restent alloués à ça et qu'ils ne soient pas coupés
2 ans après qu'on ait fait l'annonce. Mhm. Il y a encore du boulot. Et puis après, il y a la question des... Bah, il y a des conservateurs aussi en politique. Donc ça fait pas... Je pense pas que fasse avancer le droit des femmes ou des minorités sexuelles. Moi, c'est vraiment un sujet vaste qui touche à tellement de sphères et de niveaux différents. C'est c'est plus profond et plus engrammé que ce qu'on pourrait imaginer. Ouais. Ouais. Il faut faire attention, c'est pas parce qu'on en parle plus qu'il y a enfin, qu'il y a moins de problèmes. Ça suffit pas, effectivement. Et pour finir, Clitine, dans cette dernière question, on va se projeter un peu dans l'avenir. Dans 10 ans, grâce à tes initiatives ou à des initiatives comme la tienne, le clitoris est autant représenté que le pénis. Et puis, on n'a plus besoin de rappeler son existence ou de dire que ça ressemble à ça ou ça ou ça. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on célèbre le 8 mars 2035? Alors déjà, si dans 10 ans on en est là, je serais très très contente. Et bah, dans 10 ans, alors moi je pense que le sujet que je trouve qui a besoin vraiment qu'on en parle, que c'est la ménopause. Ouais. C'est une catastrophe. Et du périnée, l'importance du périnée. Alors moi je rencontre plein de femmes qui ont des fuites urinaires. C'est un enfer. Elles ont des problèmes. Donc déjà la ménopause c'est pas facile comme moment. Donc déjà, donc il y a un manque d'information, c'est tabou. Il y a plein de femmes en errance médicale qui trouvent des solutions pas possibles toutes seules pour résoudre leurs problèmes de fuite urinaire, etc., qui osent pas en parler. Enfin, donc ça, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes en souffrance parce qu'on n'en parle pas. Récemment, j'étais même à un hackathon sur la santé des femmes. Les projets sur la ménopause n'intéressaient personne. Ah, ouais, J'étais très triste pour ouais. ces porteuses de projets et tout. Bon, j'ai une maman, je sais comment elle a des difficultés, donc je vois aussi que c'est très difficile pour elle. J'ai des amis qui ont plus de 50 ans. En fait, je me rends compte que c'est un grand moment de violence masculine aussi. Mhm, Les femmes, on les jette à la poubelle. À partir du moment où on estime qu'elles sont ménopausées, on estime qu'elles sont plus attirantes. mhm. On leur mette une pression pour qu'elles restent jeunes, puis après elles font de la chirurgie esthétique, puis on les traite de monstres. Ouais, C'est vraiment, c'est horrible. Des amis, je vois, hein, les hommes de leur âge ne s'intéressent pas à elles, ils s'intéressent à des jeunes femmes de 20 ans. ouais. Et ces hommes, moi j'aimerais leur dire qu'ils ont oublié qu'ils vont avoir l'andropause. Mhm, Ça arrive un peu plus tard que les femmes, mais que c'est aussi pernicieux, qu'ils ont un périnée, qu'ils vont avoir des fuites urinaires aussi, et qu'ils se moqueront peut-être un peu moins des femmes qu'ils ont mis de côté en disant qu'elles étaient pas belles parce qu'elles étaient vieilles. Et donc, je pense que voilà, c'est un moment où il faut de l'information, des outils. Il faut que les femmes ne se retrouvent pas seules pour traverser ce changement corporel. Et en plus de ça, il faut aussi éduquer les hommes sur ce moment-là, parce que vraiment, il y a énormément de violence. mhm. Et voilà, on le voit au cinéma, toutes les actrices qui se font refaire de la chirurgie esthétique. Mais moi, des femmes que je trouvais magnifiques. Ça me donne envie de pleurer de les voir traverser ça. Et en plus, on va se moquer d'elles. Ouais. Tellement méchant, quoi. Mhm, mhm, Donc, voilà. Et alors, moi, je le dis, s'il y a des personnes qui écoutent, les sages-femmes, les kinés, il y a plein de professionnels de santé qui sont là pour aider dans ce moment-là. Et les savoirs, on les a, les outils, on les a. C'est juste qu'on en parle plus pour pas que les femmes se retrouvent toutes seules et qu'elles sachent qu'elles ont des ressources, en fait. C'est vrai ce que tu dis parce qu'il y a vraiment c'est comme s'il y avait une date de péremption Mm. sur la femme qu'à partir d'un certain âge, bon bah elle commence à avoir des cheveux blancs, les traits plus aussi toniques, la peau qui s'attendrit, je dirais. Et comme les hommes, Ouais, mais on en a fait un facteur de beauté chez les hommes, ouais, pas chez les femmes. Désolée, mais les femmes magnifiques, après 50 ans, enfin ouais, plein, elles sont toutes belles en fait, c'est juste elles.
elles vieillissent comme les hommes. Après, je pense qu'il y a le fait que l'andropause arrive un peu après. Du coup, on se retrouve à pas faire la même expérience au même moment et je pense que c'est un peu pernicieux aussi parce que, bon, j'en ai vu. Enfin voilà, il faut comprendre que les hommes vont avoir un peu les mêmes problèmes après. Parce que, bon, la date de péremption, elle existe quand même. Voilà, à 80 ans, on va pas ériger, faire un homme de 80 ans, on n'en fait pas un Georges Clooney non plus. Hein, donc, faut aussi avoir ça en tête, c'est que c'est pas éternel. Ah, c'est vrai que il y a quand même ce culte de la beauté de la jeunesse qui touche tant les hommes que les femmes. Mais c'est vrai que, bah, comme tu le dis, hein, les femmes, celles qui sont mises sous les feux des projecteurs, eh ben, il y a quand même plus de femmes qui vont avoir recours à la chirurgie esthétique, en tout cas dans les stars qu'on peut voir, que des hommes. Il y a aussi des hommes, hein, mais c'est vrai que ça touche pas mal de femmes. Et comme tu dis, ça amène des femmes à s'enlaidir pour continuer d'être bankable, mais finalement, bah, elles sont encore moins bankable que si elles avaient rien Ouais, fait. c'est très pernicieux. Et d'ailleurs, la chirurgie esthétique, j'en ai pas parlé, mais les labiaplasties, etc., pour ressembler à avoir une vulve de petite fille, parce que c'est ça, soi-disant, qui est désirable. Bon, déjà, on se pose pas la question de pourquoi c'est désirable une vulve de petite fille, alors que quand même, c'est Mhm. quand même assez grave de se dire ça. Et deuxièmement, mais il y a plein de labiaplasties qui se finissent en ablation du clitoris. Mhm. Et donc, il y a des femmes qui se mutilent elles-mêmes en faisant ces chirurgies esthétiques. Donc, ça aussi, c'est d'où vient, pourquoi les femmes font ça? Ça vient Mhm. d'où? Qui leur a dit que leur sexe n'était pas comme il devrait être? D'où ça vient, ce truc-là, quoi? Et donc, on va dénoncer l'excision en Afrique, etc. Et pendant ce temps, on a des femmes qui s'excisent toutes seules. Mais elles s'excisent pas toutes seules. Enfin, c'est une espèce d'excision sociale, en fait. C'est dans leur tête. Voilà, on les a tellement imbibées de tous ces trucs-là qu'en fait, elles en arrivent à se mutiler toutes seules. Ouais, Et ça, ouais. c'est un drame aussi. Je trouve qu'on ne parle pas assez de ça. C'est trop facile de dire, ah là-bas, regardez les barbares, ils excisent les femmes. Hein. Ouais, mais... Et chez nous, c'est juste autrement, en fait. Oui, tu fais bien de parler de ce sujet de la labiaplastie parce que ça aussi, on en parlait un peu dans les coulisses par rapport à la vulve, où effectivement, bah, la vulve, elle évolue au fil du temps. Et tu me disais que tu as travaillé aussi, tu as représenté la vulve dans tous ces stades de vie. Est-ce que éventuellement tu peux nous en dire un petit peu plus, Clétine? Ben, en fait, la vulve, elle évolue en fonction de l'hormone des œstrogènes. Donc, quand on est avant la puberté, euh, on se retrouve, donc on n'a pas d'œstrogène. Et donc, la vulve, elle va pas développer les lèvres de la même façon. Il n'y a pas de pilosité et il n'y a pas de lubrification, de sécrétion. Donc, la vulve, elle a tendance à être un peu sèche. Voilà, ça peut gratter. Bref, faut juste hydrater. C'est normal. Et puis avec la puberté, les lèvres se développent, les poils apparaissent, le pH aussi du vagin change et il y a des sécrétions qui sont là pour protéger en fait la vulve parce que c'est une zone humide et d'entrée du corps quoi. Et donc après avec la ménopause, les œstrogènes diminuent et ça c'est une phase qui va durer toute la vie après. Il n'y a pas de post-ménopause. Finalement, on est en ménopause pour le reste de notre vie. Et là, du coup, ben, les reliefs de la vulve baissent. La peau, du coup, elle a tendance aussi à se détendre un peu. Les poils baissent. Et en fait, le pH redevient celui de la vulve d'une petite fille, en fait. Mhm, mhm, Et donc, voilà. Mais donc, déjà, toutes les vulves sont différentes. Mais en plus de ça, et les glandes et clitoris dessus aussi. Mais en plus de ça, la vulve, elle change au cours de la vie en fonction de cette oscillation des oestrogènes. Et même au cours de notre cycle, quand on est menstrué,
on a des phases d'œstrogène et d'autres où on va être beaucoup lubrifié, par exemple, et puis d'autres où ça va chuter voilà, parce que le cycle est fait comme ça, et là où ça va être un peu plus inconfortable, ou peut-être on va avoir des sécheresses, etc., etc. Mhm. Ça, voilà, c'est des choses, c'est les sages-femmes qui m'ont demandé de faire une affiche là-dessus pour informer sur le fait que bah, notre vulve évolue. Aussi, aussi, ouais. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup, beaucoup pour tout ton travail, Clétine. C'est précieux, c'est vraiment précieux la manière dont tu le présentes, toutes les recherches que tu fais aussi là autour pour amener de la vraie info et pas de l'intox ou des infos sur les clitos des vaches. Donc vraiment, merci beaucoup pour ton partage. Ben, merci beaucoup à toi pour bah, ton intérêt et puis bah, ouais, longue vie au clito. Yes, yes. Et pour retrouver tout ton univers, Clitine, les auditeurs, auditrices peuvent jeter un œil au descriptif de cet épisode. Et si toi aussi qui nous écoutes, tu es une artiste, une professionnelle de la santé intime et que tu souhaites partager ton message, contacte-moi grâce au lien qui se trouve aussi dans le descriptif. À bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!